Bonjour, merci. Bienvenue sur la table ronde interopérabilité, concilier performance, sécurité et souveraineté. Donc, je suis Caroline de Rubiana, je suis responsable opérationnel et service d'urgence de Cyberrock, qui est une association créée par la région pour parler de cybersécurité et accompagner notre filière cybersécurité. On en a un représentant ici. Et alors là, on va parler interopérabilité, mais on va essayer aussi un peu de parler des problèmes de sécurité que cela peut engendrer. On peut dire ça comme ça. Et donc, je suis accompagnée par 3 intervenants que je vais laisser se présenter. Merci Caroline. Alors, moi je suis Nicolas Ris, expert interopérabilité et innovation à l'Agence du numérique en santé. Donc, je travaille sur les spécifications d'interopérabilité pour le national. Et je suis représentant HL7 France, qui est l'association internationale HL7 qui développe les standards. Bonjour, je suis Sacha Illik, je suis directeur général d'IMS Networks, donc une société spécialisée en cybersécurité et en infrastructures critiques. Et par le passé, j'ai fait 17 ans de DSI dans un groupe pharmaceutique. Et, je parlerai un peu d'interopérabilité dans le monde du médicament. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Christelle Calas, je suis le directeur des systèmes connectés de la clinique Pasteur. Donc, le système connecté, c'est à la fois le système d'information, l'informatique, et le biomédical. En fait, c'est tout ce qui peut communiquer au sein de la clinique. C'est moi qui le dirige. Voilà. Alors, comme on parle d'interopérabilité, on va commencer par peut-être définir ce qu'est l'interopérabilité, et particulièrement dans le cas des systèmes d'information de santé. Donc aussi expliquer, rappeler à tout le monde ce qu'est un système d'information. Et puis, votre programme CISIS, c'est quoi ? Merci pour la question. Donc l'interopérabilité, c'est... Il faut imaginer le système d'information où il y a plein de logiciels au sein d'un hôpital, et ces logiciels, ils doivent communiquer ensemble. Si par exemple, il y a une prise de glycémie dans le serveur de labo, eh ben, on veut que ce soit dans le DPI. Mais quelle unité on va prendre, quelle mesure on va prendre, quel code associé à la mesure on va utiliser. Et ben, pour s'assurer qu'on utilise le bon format partout et que ce soit compris facilement d'un système à l'autre, on va avoir besoin de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Tu as dit DPI ? J'ai dit DPI. Le DPI, qu'est-ce que c'est ? C'est le dossier patient informatisé. Donc c'est le logiciel central du soin des patients dans les établissements de santé. Ok. Donc je me tourne vers Christelle. La clinique Pasteur s'est lancée dans le projet d'interopérabilité. Comment ça se passe ? Et pourquoi ? Alors, mal au début, puis mieux maintenant, en fait, c'est ça. Donc, en fait, alors pourquoi on s'est lancé dans l'interopérabilité ? Parce qu'en fait, on n'a pas eu le choix. Voilà. Le problème, c'est qu'un système d'information dans un établissement de santé, dans une clinique, c'est pas un même logiciel que tout le monde utilise. Ça, en fait, c'est le monde idéal, hein, c'est ce qu'on voudrait tous, mais c'est pas ce qui se passe. En définitive, c'est dans un établissement de santé, il y a quasiment chaque acteur qui utilise le logiciel parce qu'en fait, c'est le logiciel qui est le plus adapté pour lui. Au laboratoire, ils vont utiliser leur propre logiciel. Les médecins en consultation, ils peuvent avoir X logiciels, voilà, ils peuvent avoir Doctolib, ils peuvent avoir d'autres logiciels. Et au sein de l'établissement de santé, en général, il y a quand même un même logiciel, le DPI, le dossier patient informatisé. On essaye d'avoir un seul logiciel. Mais le problème, c'est que quand un médecin rencontre un patient et qu'il doit le soigner ou en consultation, pour savoir ce qu'il a et pour pouvoir le traiter au mieux, il a besoin d'avoir la totalité des informations. À la fois les informations qui viennent de la radio, qui a son propre logiciel, du labo, des autres médecins qui l'ont vu en consultation. Il a besoin donc d'accéder à toutes ces informations. Donc là, il y aurait un moyen, c'est d'appeler, c'est ce qui se passait avant, hein. C'est en fait, le médecin, il passe des coups de fil, il dit « Est-ce que tu peux m'envoyer par fax ou est-ce que tu peux m'envoyer la photo du dernier résultat de laboratoire ? Est-ce que tu peux m'envoyer ça en urgence ?» Et en fait, vous voyez bien que ça, c'est pas efficace, évidemment, parce que c'est beaucoup de perte de temps. Et l'interopérabilité, c'est du gain de temps. Le principe, c'est dire, on met en place des connexions entre tous ces logiciels-là, avec des normes, effectivement, qui permettent de parler le même langage à droite et à gauche, ce qui permet, en fait, à chacun d'envoyer les informations concernant un patient donné qui soient accessibles au moment où le médecin en a besoin. Voilà. C'est ça l'interopérabilité. Alors, je me tourne vers Sacha, mais plutôt par rapport à sa carrière précédente, puisqu'en fait, tu as été obligé de mettre en place
l'interopérabilité, mais dans un contexte un petit peu différent. Ouais, alors j'ai commencé ma carrière, je dirais, d'informaticien dans les années 2000. Et je l'avais oublié. En fait, j'ai mis en place pour des groupes pharmaceutiques et groupes cosmétiques en fait, l'interopérabilité des données de pharmacovigilance vers l'ANSM et vers d'autres autorités de santé internationales. On n'appelait pas ça de l'interopérabilité à l'époque. On appelait ça comment ? De la connexion de serveur à serveur ou de base de données à base de données. Alors, ce qui est incroyable maintenant quand on y pense, et on parlera après des risques et de la souveraineté, c'est que on se posait pas de la question, en fait, de la manière dont on envoyait les données et où on les envoyait. Je me souviens d'ailleurs d'une gateway, je ne sais même pas si elle était API à l'époque, une solution qui permettait de transférer les données vers ces autorités de santé qui étaient purement américaines d'ailleurs, qui s'appelait Axway à l'époque. Et c'était vraiment pas quelque chose qui était important pour nous. Ce qui était important, c'était le format. Et d'ailleurs, dans ces années-là, c'était dans les années 2008, il y avait un règlement européen qui était sorti, qui était l'ICH E2B. Donc c'était pas, je sais pas, c'était du format HL7, mais c'était quasiment ça. On normait et on envoyait et on vérifiait justement de la bonne formalisation des données qui étaient des données patients sur les médicaments des boîtes pharmaceutiques. Alors ça, c'est le premier point, mais on n'appelait pas ça de l'interopérabilité. Et le deuxième sujet, c'est que j'étais dans une table ronde juste avant, c'est que de plus en plus, on a beaucoup travaillé sur les process. Je pense que vous l'avez fait. Vous avez embarqué certainement beaucoup de fonctionnalités dans les outils. C'est ce que vous avez fait. Mais la data, elle est vachement importante, elle n'est pas normée. Donc il y a à mon avis, maintenant, l'avenir, enfin il y en a trois, mais il y a deux avenirs qui pour le monde du SI. Parce que bon, le monde du logiciel, développer des logiciels, ça devient un peu compliqué même pour les grands groupes pharmaceutiques. C'est d'être en capacité d'être interopérable, donc de travailler énormément sur faire fluidifier la donnée de système d'information à système d'information, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est le premier point. Et la normalisation de la donnée. Et c'est un vrai sujet également dans les boîtes pharmaceutiques. Et c'est un sujet pour les Chief Data Officers. Donc on ne normalise pas comme vous le normalisez, certainement la donnée parce que ça c'est réglementé, mais en tout cas dans les boîtes pharmaceutiques, un des enjeux principaux, c'est l'interopérabilité. Donc là, on appelle ça l'intégration surtout, intégration ici. Et puis le deuxième point, c'est la normalisation de la donnée, parce qu'il faut faire parler la R&D avec la production, par exemple. Voilà. Ah bah justement, en parlant de normalisation de la donnée, on va peut-être parler de Fire. Ouais. Donc je te laisse nous expliquer ce que c'est. Comme ça, je te laisse le micro. Alors, Fire, c'est un standard d'interopérabilité international, donc développé par HL7. Et ce qui est donc très intéressant avec Fire, c'est que comme c'est développé par une organisation internationale, et ben c'est très générique pour être utilisé dans tous les cas d'usage. Par exemple, en France, pour identifier un patient, on a l'INS avec des champs obligatoires tels que la date de naissance pour s'assurer de l'identité-vigilance, de ne pas confondre les patients. Et ben on a adopté des contraintes supplémentaires de Fire pour l'adapter vraiment au contexte français. Et ça se fait au niveau de groupes de travail d'une association française qui s'appelle Interop Santé, qui est le représentant donc de Fire en France. D'accord. Et au niveau de l'interopérabilité, les enjeux actuels et les avantages que ça va apporter au système, bon, on les imagine un petit peu, mais c'est peut-être bien de les redonner. Oui, alors Christelle, on a déjà parlé... Donc au niveau de la qualité des soins, je pense que ça a un impact direct parce que si le médecin a accès à toutes les informations sur son patient de fait, sans avoir à appeler, sans risque d'omission, eh ben la qualité des soins sera grandement améliorée et un gain de temps incroyable. Je pense aussi à la réutilisation secondaire des données de santé. Si une start-up veut se connecter pour réutiliser des données avec bien sûr consentement patient et cybersécurité qui vient en plus, en sus de l'interopérabilité. De la même manière, au niveau de la recherche, plutôt que de collecter à la main l'ensemble des informations, eh ben, on pourra collecter de fait automatiquement toutes les informations dont on aura le consentement patient pour avoir des données de qualité accessibles
immédiatement quasiment. Alors, du côté de la clinique Pasteur, donc le projet interopérabilité, vous en êtes où et quelles ont été peut-être les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, mais en fait, donc moi je suis arrivé, ça fait longtemps que je suis arrivé à la clinique Pasteur. Je suis arrivé à la clinique Pasteur en 2002, donc vous voyez. Et dès le début, le problème de l'interopérabilité s'est posé. Pourquoi? Parce que c'est ce que je racontais, il y avait déjà des logiciels, une multitude de logiciels. C'était pire à l'époque, hein, parce qu'il y avait les médecins qui utilisaient un logiciel développé, c'est pas péjoratif, mais par leur beau-frère qui savait faire un bout de code. Mais c'était exactement ça. C'est chacun utilisait un logiciel qui était différent. Il n'y avait pas toutes les normes imposées, il n'y avait pas le Ségur, enfin tout ça qui a mis un peu d'ordre là-dedans. Mais dès le début, parce qu'en fait, Nicolas en a parlé, l'usage était déjà là. C'est-à-dire qu'en définitive, tous les médecins avaient besoin d'accéder à la totalité des informations médicales. Et là, donc, dès le début, en fait, ça s'est mal passé, hein, puisqu'il n'y avait rien pour faire un lien entre les différents logiciels. On était au bon vouloir du beau-frère ou de l'éditeur qui voulait ou pas mettre à disposition l'information qu'il avait dans son propre logiciel. D'accord ? Et il n'y avait absolument rien à l'époque qui l'obligeait à partager ces informations, si ce n'est le médecin qui criait en disant « Oui, mais moi, comment je fais pour l'avoir ?» et qui harcelait les secrétaires au téléphone pour dire « Envoie-moi les informations ». C'était que ça, d'accord ? Ça a bien changé. Et il y avait aussi, donc il n'y avait rien qui existait. Côté biomédical, puisque moi je chapeaute aussi le biomédical, c'était pire. C'est-à-dire qu'en fait, les fournisseurs avaient des appareils, mais qui ne communiquaient pas absolument. Qui ne communiquaient absolument pas. C'est-à-dire que ça affichait les tensions, ça affichait toutes les informations, mais si vous vouliez les connaître, il fallait les retranscrire obligatoirement, parce que ce n'était même pas communicant. Ouais. Donc voilà, on est arrivé dans ce monde-là où on s'est dit comment on va numériser tout ça, informatiser tout ça. Donc inutile de vous dire, ça a demandé beaucoup de travail, de dialogue avec les différents éditeurs, des astuces où on s'est dit tous les logiciels ne savent pas communiquer, mais au moins ils savent imprimer puisqu'il faut donner le courrier au patient. Et en fait, on a mis en place des solutions du genre imprimante virtuelle. En fait, au moment où ils imprimaient, ça sortait sur l'imprimante et en même temps, ça faisait une copie numérique qui allait dans le dossier médical. On s'est dit, au moins, c'est une chose. Il n'y avait pas l'INS, donc je retrouvais le patient à la main pour essayer de savoir si ce courrier il était bien pour M. Callas ou pas. D'accord ? Et puis, petit à petit, on a vu les choses quand même évoluer. Petit à petit, l'imprimante virtuelle a peu à peu disparu parce que les éditeurs se sont ouverts de plus en plus. Ils ont commencé à utiliser, pas encore, mais des formats, Fire, je ne vous en parle même pas, mais Nicolas, ça va venir, mais ce n'est pas encore complètement utilisé partout. Mais au moins des formats HL7, des PDF, du XML, enfin des formats qu'on pouvait commencer à traiter numériquement. Et puis là, ensuite, il y a quand même des contraintes au niveau national qui ont été imposés. Donc les éditeurs, ils ont un cadre d'interopérabilité. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. Ils n'ont pas eu obligés le choix, de s'adapter. en définitive. On a épuré un petit peu les logiciels faits par le beau-frère qui ne pouvait pas lui-même assurer en fait toutes les contraintes nationales. Et donc en définitive, ça a épuré. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec des éditeurs qui n'avaient pas d'autre choix que d'être communicants. Et quitte à être communicants, ils pouvaient faire leur propre communication, mais c'était un peu idiot alors qu'il y avait des normes qui existaient. Donc petit à petit, ils ont commencé à se caler sur les normes nationales. Donc aujourd'hui, en définitive, on a des logiciels toujours hétérogènes, hein, parce que c'est difficile d'avoir le même logiciel, mais au moins ils sont en capacité de communiquer. Ils sont tous normalisés ? Quasiment tous, franchement. Par contre, Fire, on en est encore loin, mais on voit bien que c'est en train d'être poussé. Mais ils font du HL7, ils font du H', ils font quand même des choses qui sont normalisées aujourd'hui, oui. D'accord. HL7, H', c'est les normes. Alors H', c'est encore plus vieux. Bon, DICOM, ça c'est encore plus vieux. DICOM, c'est tout ce qui est imagerie, d'accord ? Imagerie, compte rendu, tout ça, tous les centres de radio, de scanner, ils ont ce format-là, mais ça, c'est des formats qu'on sait traiter. Oui, mais du coup, on sait les traiter, donc on peut échanger de la donnée et en tirer quelque chose, parce que c'est ça qui était important. Exactement. Et alors, juste, pardon, et je termine là-dessus. Maintenant, on voit apparaître une nouvelle norme, pardon, pas une nouvelle norme, mais un nouvel enjeu qui est les éditeurs, ils sont contraints d'échanger avec des normes, mais ils commencent à se dire, oui, mais moi, c'est bien si je gardais l'information pour moi quand même. D'accord ? Donc, par exemple, ils sont en capacité aujourd'hui, ils fournissent des PDF, ça ne les gêne pas, un PDF de compte rendu, mais le fait d'avoir l'information que
à telle date et telle heure sur tel patient, ben, la créatinine, elle avait telle valeur. En fait, des choses structurées, là, ils se disent, ça va avoir de la valeur. Parce qu'à un moment donné, je sens bien que je vais pouvoir le valoriser. Et donc maintenant, ils commencent à mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour fournir cette information-là. Ah oui. Et on va en parler tout à l'heure, je pense, mais le mode SaaS, en définitive, leur donne aussi la légitimité de dire, oui, mais bon, là, on n'est plus chez vous, on est dans le cloud, donc on ne peut pas tout vous fournir comme information. Donc, ah oui, ça va être compliqué, ça. Exactement. Donc là, c'est quoi? C'est une solution par la réglementation? Oui, ou... bon, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais il y a aussi ce qu'imposent les établissements de santé. C'est-à-dire que, bien sûr, peut-être que l'éditeur va vous dire, nous, on ne peut pas exporter les données, mais nous, on sait très bien que la donnée, ils l'ont. Donc, en fait, quand on fait des cahiers des charges et quand on commence à choisir les logiciels, on commence à choisir des logiciels qui vont pouvoir exporter ces données. C'est surtout là où sont les freins, alors sur, oui, aujourd'hui, franchement, oui. Même si petit à petit, ils ne sont pas tous encore sur Fire, mais on voit bien, Nicolas, tu vas être content, mais on voit bien qu'on y va, quoi, clairement, petit à petit. Ça prend toujours du temps, mais on commence à avoir des freins qui sont de nature différente. D'accord. Et donc, Nicolas, au niveau de l'Agence nationale de santé, cet accompagnement sur cette démarche d'interopérabilité pour les établissements, elle se décline comment? Oui, alors j'ai plein de choses à dire, Christelle, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, Fire, on sent que c'est vraiment au début. On a vraiment des belles réussites au niveau national avec l'annuaire santé, le Aurore, Mon Espace Santé, qui ont toutes des API Fire. On sent que le développement au niveau des éditeurs de logiciels, on n'y est pas encore. Ça se voit au niveau du nombre de certifiés. Donc aujourd'hui, on a 25 certifiés Fire. Donc on sent qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parlent que de gens qui maîtrisent vraiment le sujet. Donc il y a encore du travail à faire pour arriver jusqu'à avoir des API Fire incroyables chez tous les éditeurs. Et donc nous, l'accompagnement ANS, on fait beaucoup de webinaires, d'explications à Fire, et on sensibilise aussi sur le fait que la plupart de nos spécifications sont open source et que n'importe qui peut contribuer en fait pour les améliorer et compléter. Et donc un point que je pousse et où je pense qu'il serait vraiment vertueux, c'est d'avoir des certifiés Fire au niveau des hôpitaux pour vraiment gagner en compétences, faire maturer le CISI. C'est comme le cadre d'interopérabilité, donc ce corpus documentaire de toutes les spécifications d'interopérabilité française est opposable et obligatoire. Du coup, ça permettrait du coup de mettre dans les cahiers des charges des hôpitaux aux éditeurs, il faut que vous respectiez cette API. Donc c'est quoi, à titre personnel, je trouve que ça serait vraiment intéressant. Au-delà de ça, donc, on anime aussi des communautés interopérabilité au niveau des grades, donc, qui sont nos groupements régionaux d'appui. C'est un peu les bras armés au niveau régional qui vont accompagner notamment les établissements sur cette partie accompagnement. J'ai parlé aussi d'Interop Santé, donc, qui est le représentant HL7 France, qui a également des groupes de travail qui permettent d'améliorer ces spécifications également. Et donc, dans ces groupes de travail, il y a beaucoup d'établissements hospitaliers également et des éditeurs. Donc, c'est vraiment un endroit où tout le monde se retrouve pour améliorer, grâce à l'intelligence collective, finalement, ces spécifications d'interopérabilité, pour comprendre les besoins de chacun. Rappelez ce que c'est CISIS. Oui. Donc, le CISIS, c'est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. C'est le cadre que l'on mène que l'on gère. Oui, que l'on gère côté ANS. Donc c'est vraiment ce corpus documentaire, donc ça va être l'ensemble des spécifications. Je prends l'exemple du DMP. Donc dans le DMP, il y a des documents médicaux, le compte-rendu de biologie, le compte-rendu d'imagerie, etc., etc. Et la structure de ces comptes-rendus, il y a une documentation donc, qui va être contenue en fait, dans ce cadre d'interopérabilité. C'est vraiment ce corpus de spécifications qui forme le cadre d'interopérabilité. Guy Marty, je suis chargé de mission système d'information à l'ARS Occitanie dans le pôle e-santé transformation numérique. Donc on est là pour ce que les établissements à l'informatisation et à l'échange entre établissements. Et j'ai commencé ma carrière dans la e-santé en 1995 en tant qu'ingénieur de normalisation au GIE Saint-Vital où on a commencé à travailler sur l'interopérabilité. Donc c'est quelque chose c'est un combat de longue haleine. Et en ce temps-là, donc il y avait quelque chose de difficile, c'était la diffusion de l'information et la connaissance de l'information. Et j'ai été étonné
donné dans Vie ma vie de DSI, il y avait un éditeur, un start-upper, qui se posait la question de comment je fais pour échanger avec un établissement, comment je fais pour recevoir et envoyer des données, avec une méconnaissance totale de l'existence de ce monde de la normalisation et de la standardisation. Alors, en 95, c'était normal, on n'avait pas le web, donc c'était quelque chose où c'était un combat où il fallait vraiment fouiller pour se chercher. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour que dès la conception, c'est-à-dire dès qu'on pense, dès qu'un éditeur, dès que quelqu'un a une idée, il la pense avec derrière le modèle de données qui va avec, parce que si on a pensé son modèle de données et qu'on l'adapte pour qu'il soit compatible avec HL7, on va être plus facilement interopérable que si on doit se faire des transformations dans tous les sens. Donc c'est le défi, c'est comment on fait pour le faire connaître, alors que moi j'avais l'impression que c'était connu de tous, et je suis tombé assez de ma chaise en découvrant qu'il y avait quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de l'existence de normes et de standards. Alors peut-être que j'y suis un peu trop dedans depuis trop longtemps. Alors, je vais laisser Nicolas répondre d'abord, et on prendra la question juste après. Merci pour la question. Je passe et je fais le tour. Je suis totalement aligné avec ce constat. Donc, je travaille beaucoup pour sensibiliser un maximum de personnes. À l'ANS, on a un pôle innovation où on accompagne les startups. Et donc, j'en ai rencontré pas mal où j'ai essayé de les sensibiliser à ça, de prévoir, je pense que c'est exactement la même problématique en cyber, de les sensibiliser au plus tôt à l'interopérabilité. Et par exemple, Fire, c'est des ressources. Chaque ressource, elle va présenter un élément médical, le patient, une observation, etc. etc. Et donc, s'aider de ces modèles de données pour structurer leur base de données, ça peut être pertinent et ça peut les aider. Donc, je les encourage vraiment à rejoindre les communautés et... Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est Après, dur, hein. peut-être avec le grade aussi qui peut diffuser ce genre d'informations. Je crois qu'il y a un travail qui est en cours là-dessus. Il y a une autre question. Oui, réagir. Je vais essayer de ne pas réagir trop brutalement. Je pense que c'est un tout petit peu déconnecté du monde du terrain. Alors moi, je vais vous donner d'où on vient et je tiens à remercier l'ANS parce que nous, on est une start-up, on a été accompagné par l'ANS et nous, on mange HL7 Fire matin, midi et soir depuis 5 ans. On a développé une application qui a non seulement des API HL7 Fire, mais aussi avec une couche d'OMOP pour la structuration des données quand il y en a besoin parce qu'on nous l'a demandé, plus une couche CDISC parce qu'en plus, on nous a demandé en plus cette norme-là. L'interopérabilité, on en bouffe matin, midi et soir, et on nous l'a répété constamment depuis 5 ans avec l'ANS. Parfait. On est allé voir les hôpitaux, et je vais discloser un autre point, je suis médecin dans un hôpital public, le plus gros hôpital européen. On est allé les voir et on leur a dit, on va faire de l'interopérabilité HL7 Fire, regardez, c'est l'ANS qui vous dit qu'il faut faire ça. Qui on a eu en face de nous? Pas vous, messieurs, qui connaissez le sujet, mais des gens qui nous ont dit, hop, attendez, ça m'a l'air d'être compliqué. 2 ans pour arriver à trouver l'individu qui, à l'hôpital, va savoir quel est le prestataire extérieur qu'il va falloir aller payer. Et moi, j'ai participé à des tables rondes où on m'a dit une interopérabilité, c'est 30 000 €, monsieur. Ce qui est faux, on est tous d'accord. Mais en fait, quand vous êtes en train d'écrire, ce que vous êtes en train de décrire là, parce que vous êtes des experts du côté hospitalier et du côté institution, en disant que nous, éditeurs de logiciels, non, c'est pas vrai. Il y a des éditeurs de logiciels qui sont très en avance, qui sont même très en avance par rapport aux établissements. En fait, il y a une hétérogénéité du milieu, une hétérogénéité de connaissances et de volonté de fonctionner en interopérabilité qui est des deux côtés, des établissements et des éditeurs de logiciels. Ça, j'en conviens. Mais en fait, plutôt que d'opposer les deux mondes, en fait, c'est plutôt ceux qui sont, comme vous et comme nous, très en avance, et puis des établissements, des éditeurs qui sont en fait très en retard. Et alors moi, je suis complètement pour la labellisation. Je pense qu'il faut labelliser les établissements et labelliser les éditeurs de logiciels pour dire, attendez les gars, on est capable de le faire et c'est presque un bouton une fois qu'on l'a fait. Il faut essayer de dédramatiser ça. Mais moi, je n'opposerai pas les établissements et les éditeurs de logiciels comme ce que vous venez de le faire. Bon. Il y a un point qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que parmi nos intervenants, en fait, ils ont un double parcours. Ils ont le parcours technique, informatique, j'ai envie de dire, et le parcours médical. Christelle ? Donc juste pour répondre, en fait, moi, je n'oppose pas du tout l'établissement, la clinique Pasteur et les éditeurs. La seule chose que je dis, c'est que, en fait, parmi les éditeurs,
quand vous dites vous êtes allé voir un hôpital et puis vous avez parlé Fire et ça ne leur parlait pas du tout, en fait, c'est pas l'établissement qui est vraiment en jeu. C'est pourquoi ça ne leur parle pas. C'est qu'en fait, quand vous faites de l'interop, vous n'allez pas faire de l'interop entre vous et l'hôpital. Vous allez faire de l'interop entre vous et un autre éditeur. Et en fait, le problème qu'on rencontre, si je prends Fire, c'est que vraiment, je vous le dis franchement, vous êtes vraiment en avance par rapport à tous les éditeurs que je vois moi et qui me fournissent des logiciels à moi. Parce qu'en fait, si vous venez me voir en disant j'ai un outil qui ne fait que du Fire, je vais dire je vais être embêté parce que parmi ma panoplie de logiciels, j'ai beau mettre toute la bonne volonté de mon côté, je ne vais pas en trouver un qui va être capable de dialoguer avec vous parce que les autres ne savent pas faire du Fire. Alors, je comprends votre frustration. Hein. Vous avez fait pendant 5 ans du Fire parce qu'on vous a dit il faut faire ça. Mais j'aurais tendance à vous dire c'est super parce que là, vous êtes en avance par rapport à d'autres. Mais il aurait fallu à la fois faire du Fire et du HL7. C'est toute la difficulté, quoi. Mais voilà, je comprends votre frustration. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est pas de la mauvaise volonté côté établissement, c'est que c'est pas avec nous qu'il faut dialoguer, c'est avec les autres éditeurs qui, eux, ne sont pas forcément aussi avancés que vous, quoi. Ouais, et la coordination, c'est le plus compliqué parce que malgré tout le travail que Nicolas et les équipes essayent de faire, le problème, c'est que les éditeurs, ils ont leurs propres contraintes, leurs propres roadmaps, leurs propres contraintes financières qui font que, voilà, on leur demande plein de développement et ils essayent de prioriser ce qui va satisfaire au mieux leur clientèle. Voilà, enfin, il me semble. Après, plus on en parle et plus les choses évoluent. Je pense ça joue aussi. Et plus il y a une prise en compte du manque d'informations pour certains et des amener sur ces sujets-là. Nicolas ? Oui, et moi j'ai envie de parler un peu de l'espace européen des données de santé qui va être opposable en 2029, qui imposera Fire pour les documents médicaux. Et je pense que ça a vraiment poussé du coup l'usage de Fire. À partir de ce moment-là, ça va vraiment s'accélérer. Et le gros avantage de Fire, c'est que ça permet de faire du documentaire, mais aussi de l'API. Donc je pense qu'on va être multi-paradigme grâce à Fire et que ça va vraiment accélérer. On va pouvoir faire plein de choses. Et je pense que les flux, comme on a V2, c'est vraiment un paradigme message d'envoi de bout en bout, alors que Fire, on peut faire de l'API REST et requêter la donnée à un instant T et la donnée vraiment précise dont on a besoin. Et ça va débloquer des cas d'usage J'espère incroyables. que tout le monde est informaticien ici, hein, parce que API REST, c'est bien technique quand même. Donc, bon, là, on ne va pas demander. Mais déjà, quand monsieur a parlé, il a dit plein d'acronymes que je n'ai pas compris. MOP ou je ne sais pas quoi. Bon, j'ai dit bon. J'ai l'impression que dans le monde de la santé, vous avez vraiment beaucoup d'acronymes, beaucoup de réglementations. Bon. Alors, malgré tout, nous, on va quand même continuer sur les sujets qu'on voudrait évoquer dans cette table ronde, parce que là, vous me parlez d'interopérabilité, plein de systèmes qui discutent entre eux. Et alors, moi, avec ma casquette cybersécurité, je m'inquiète. Je me dis, oula, ça, c'est... Comment vous faites ? J'espère que vous ne les échangez pas par des clés USB. Donc, Christelle, comment vous avez abordé la question de la cybersécurité dans cette approche d'interopérabilité ? En fait, ouais, vous avez raison. Tant qu'on ne dialogue pas avec les autres, on est quelque part seul chez nous et là, on est tranquille, à condition qu'on ait bien fermé les portes. Dès qu'on commence à dire on veut échanger avec les autres, là, effectivement, si on veut échanger, ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre quelque part des portes pour pouvoir envoyer les informations sous différentes natures. Donc, si on veut faire des échanges, en fait, on crée des accès. Alors, tant qu'on est au sein de l'hôpital, de la clinique, de l'établissement, à la limite, on peut maîtriser les portes ouvertes vers l'extérieur. Voilà, à condition qu'on se fasse confiance entre éditeurs qui sont installés dans l'établissement. Mais là, si on commence à ne pas faire confiance à l'éditeur en face, ça devient compliqué quand même. Si on se fait confiance, ça c'est bon. Le problème là qui apparaît, c'est surtout dès qu'on va vouloir sortir les données, et notamment, on en reparlera, mais en mode SaaS, c'est-à-dire que les logiciels ne sont pas installés au sein de l'établissement, mais sont installés dans le cloud, à l'extérieur et donc accessibles depuis Internet. Et là, il va falloir qu'on ouvre des portes et qu'on ouvre des portes vers Internet. Et vous savez que quand on ouvre une porte vers Internet, on a intérêt de bien mettre en place ou un VPN ou des sécurisations. Sinon, ça veut dire que quelqu'un d'autre qui n'a pas normalement l'accès, en fait, il y a une porte qui est ouverte, avec les problèmes de sécurité, de serrure, enfin, tout ce qu'on entend. Et donc, en définitive, si on ouvre la porte, des personnes mal intentionnées peuvent y accéder. Voilà.
C'est ça l'interop et c'est ça la conséquence au niveau de sécurité. Ah bah, je me tourne justement vers le professionnel de la cybersécurité, Sacha. IMS Network travaille avec des établissements de santé, avec des acteurs aussi du médical, je dirais même avec un fabricant de médicaments, je crois. Plusieurs. Donc, comment vous les accompagnez? Et sur le sujet de l'interopérabilité, vous y êtes confronté? On fait pas de l'architecture data. Hein. Je le dis bien, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, la première chose, c'est qu'on on travaille beaucoup sur la gouvernance, et la gouvernance de la donnée et la gouvernance des données sensibles. Ça, je pense que c'est important de savoir où elles sont. On ne peut pas tout protéger, et c'est un élément qui est important. Donc, on quantifie la donnée, on sait où elle est et ce qu'elle doit contenir en termes de données dites sensibles. Alors, je ne veux pas revenir sur la définition de sensible dans le monde de la santé. Je ne suis pas expert sur le sujet, mais enfin bon, globalement, c'est souvent RGPD sensible, justement. Donc, il y a une vraie cartographie de la donnée, c'est le premier point. Cartographie des systèmes d'information, c'est le deuxième sujet. Cartographie des flux, c'est essentiel. Je pense qu'il y a très peu de domaines publics, enfin d'organisations publiques qui le font. Alors, on parle beaucoup de systèmes d'information, mais on parle très peu de flux. Mais dans le monde privé, c'est pareil. Hein. Et puis, on va jusqu'à, ce que tu viens de dire, Christelle, c'est jusqu'à ce qui est accessible ou pas accessible de l'extérieur. Ça, on ne le sait pas toujours. Il faut faire des audits. Donc, on fait des audits. On fait des pentests. On pentest. Donc, ça, c'est la première partie de notre accompagnement. Puis, la deuxième partie, c'est la cyberprotection et la cyberdétection. On fait évidemment de la segmentation de réseau. Je pense que c'est important de bien segmenter les parties d'un hôpital, de ouvrir certains accès, pas tous, également vers le monde extérieur. Et on fait de la cyberdétection, évidemment, avec un monde IT-OT de plus en plus. Donc ça, c'est... Il veut dire cybersécurité industrielle. Voilà, donc, IT-OT, dans le monde, jusqu'aux imageries médicales, par exemple. Voilà. Donc, dès qu'on a des grosses machines connectées, on est dans l'OT. Et puis, il y a des voyants, voilà, il se passe quelque chose. On a de la chance chez IMS Network, c'est qu'on a construit un network detection response également, qu'on peut mettre sur des zones très sensibles, en fait, des cœurs de réseau, qui nous permettent de voir des mouvements latéraux, de voir si, en fait, le système d'information ou la data est exfiltrée vers l'extérieur. Donc ça, c'est très important. Et on l'a fait récemment pour une région, et il y avait un CH dedans, et on a vu des choses. Et c'est là où je voudrais venir, c'est qu'il y a 2 points qui m'inquiètent, moi. Il y a le premier point, c'est le chiffrement de la donnée. Donc la durabilité en fait de ce chiffrement. Si c'est du chiffrement symétrique, on a encore un peu de temps, mais si c'est du chiffrement asymétrique, ça va devenir très compliqué dans les dizaines d'années qui vont revenir, notamment avec l'événement du quantique. Donc là, ça va tout casser. On a de la chance parce que je me rappelle l'interopérabilité que tu dis souvent, elle est en chiffrement symétrique. Donc on peut rajouter des clés et des longueurs de clés. Donc ça va encore. Et puis le deuxième point, on a parlé d'API. Je pense que c'est la vulnérabilité des API. Nous, on les pentest. Je pense que c'est important. Et puis on parlera également de savoir où elles se trouvent, en fait, ces API. Hein. Nous, on a fait un choix chez IMS Network de le mettre dans notre data center, notre API management. Il y a vraiment une raison pour cela. Même si on ouvre des flux vers l'extérieur, c'est chez nous et c'est maîtrisé chez nous. Bon, si vous travaillez avec d'autres, ça peut être compliqué. Donc, cette vulnérabilité des API nous inquiète. Alors, par rapport à la cybersécurité, quel est l'accompagnement de l'Agence nationale de santé ? Oui, alors effectivement, l'interopérabilité, sans cybersécurité, c'est dangereux parce qu'on formate tout bien les flux, on les rend super accessibles, potentiellement via des API. Donc si on n'a pas de cybersécurité, c'est compliqué. Donc on a une belle team cybersécurité à l'ANS qui a 3 missions. J'ai pris les notes parce que je ne suis pas du tout cyber. Mais en gros, il y a le CERT Santé,
qui va analyser en fait tous les événements, voilà, tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des établissements. Il y a la PGSASI, donc c'est la politique générale de système de sécurité et d'information en santé. Et ça, c'est un peu l'équivalent du CISIS, du cadre d'interopérabilité pour la sécurité, qui définit les règles de sécurité. Et enfin, on a également le programme CARE, qui est un programme d'accompagnement des établissements de santé. Et je crois que Christelle, tu m'as dit que tu en as bénéficié et que tu peux en parler. Exactement. Oui. Donc, il faut comprendre que dans les établissements de santé, on part quand même de loin. C'est-à-dire que on est parti il y a encore un moment, on avait un serveur quelque part qui contenait les données de santé. On ne se posait pas forcément la question de est-ce que c'est sauvegardé, est-ce que c'est accessible, est-ce que quand il y a une coupure de jus, je peux encore accéder à mes données. Bon, je vous parle de ça il y a 20 ans, mais on part quand même de très loin. Et petit à petit, en fait, on a effectivement évolué. Il y a quand même, voilà, les gens ont pris conscience de la difficulté, mais on a quand même des points qui sont encore critiques sur ce qu'on appelle l'Active Directory qui référencie l'ensemble des droits, par exemple. On a ouvert les accès, en fait, par exemple le laboratoire, il a un serveur de résultats qui est accessible par les patients pour qu'ils y accèdent. Et donc, en fait, on s'ouvre vers l'extérieur. Et là, on l'a fait, mais pas toujours de manière très sécurisée. Donc, il y a un programme national qui est effectivement poussé par l'ANS, qui s'appelle CARE. Et en fait, il y a différentes phases de ce programme-là. Donc, il y a eu CARE 1, voilà, phase 1. Maintenant, il y a CARE 2. Et en fait, l'idée, c'est de dire, à chaque phase, on va s'occuper de certains domaines. Par exemple, le premier, c'était ce fameux liste d'utilisateurs. Est-ce que c'est bien sécurisé ? Est-ce que l'Active Directory est bien sécurisé ? Et ensuite, tout ce que vous avez ouvert vers l'extérieur, est-ce que vous l'avez sécurisé aussi ? Et donc là, en fait, il y a des aides avec des audits qui sont réalisés, des pen tests, tout un ensemble de choses. Et l'idée, c'est de dire, au niveau national, on aide les établissements à progresser de manière à sécuriser au moins ces 2 points. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Et en fait, c'est très efficace. Plutôt que de dire, bon, je vous donne de l'argent et vous le faites si vous voulez. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est on dit, on va cibler ça. Et on vous donne en fait un financement de manière à ce que vous puissiez progresser sur ces 2 points-là. Le CARE 1, c'est terminé. Maintenant, il y a CARE 2. On va s'occuper de la partie sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on fait si tout plante ? Est-ce que vous avez un plan de reprise d'activité ? Et donc là, CARE 2, on vient de terminer le dépôt des dossiers. Et l'idée, c'est de dire, on fait progresser, mais la totalité des établissements de santé. Voilà, alors on en a les moyens. Sur un point vraiment particulier, sur des points très, qui très permet particuliers. Voilà. de bien cibler son action. Voilà. C'est effectivement très intéressant. Exactement. Et on est sûr que sur ces points-là, la totalité des établissements, puisqu'en fait, il y a des contrôles, on vous donne le financement que si vous avez réellement progressé. Et donc, en fait, on vous donne le financement et on est sûr que les établissements qui ont eu ce financement, ils ont progressé sur ces 2 points-là. Ils progresseront sur 2 autres points et sur d'autres points. Et petit à petit, on va monter le niveau de sécurité de la totalité des établissements. C'est très intéressant. Alors, on a parlé cybersécurité. Moi, je suis embêté. À l'agence, je m'occupe de quand il y a une catastrophe, c'est moi qui récupère. Alors, attendez, je vais donner la parole à Guy. Donc, à l'ARS, je m'occupe de recevoir les signaux qu'il y a un établissement qui a un problème, du moins un acteur de santé qui a un problème, puisque tout le monde peut déclarer auprès du CERT Santé, et donc l'ARS est au courant. Et moi, ce qui m'embête quand on parle de cybersécurité, c'est que tout le monde a un focus sur l'acte malveillant. Et l'acte malveillant, c'est une partie de l'ensemble. Et la sécurité, il y a quatre éléments, c'est disponibilité, confidentialité, intégrité et auditabilité. Et quand on met de l'interopérabilité, on ajoute des points de défaillance, non pas par les attaquants, mais aussi parce que il y a les humains qui programment les choses, qui font des erreurs. Et donc, comment on fait pour garantir que ces éléments-là aussi sont la cybersécurité de ce point de vue-là, la résistance à la panne, la résistance à l'erreur humaine, qu'on puisse faire ces contrôles-là. C'est aussi cet élément-là. Je l'ai un petit peu dit, c'est les business impact analysis. Donc quand on voit les systèmes d'information, on voit la data, on fait une analyse d'impact, on voit les zones de défaillance et on met normalement des points d'amélioration, enfin de diminution de l'impact. C'est
Dans certaines entreprises, notamment dans le médicament qui est GXP, c'est fait. Qui est quoi? Alors, qui est bonne pratique, good clinical ou les bonnes pratiques. Donc c'est GXP. C'est fait, c'est obligatoire et notamment c'est audité par les autorités de santé. Je ne sais pas dans les hôpitaux si vous allez jusqu'à... En tout cas, nous, on l'impose, cette analyse de risque. Et ça permet justement de savoir... Alors, on a parlé, c'est de la continuité d'activité, je pense que c'est important. Bon, on parle de rupture de flux, de sauvegarde, ce genre de choses, mais de la capacité aussi aux gens de modifier de la donnée, et c'est aussi des choses que l'on qualifie dans ces analyses de risque. Alors, on a parlé cybersécurité, mais on avait dit qu'on parlerait aussi souveraineté. Donc, la question se pose, la cybersécurité est vraiment encadrée? Comment ça se passe pour la souveraineté? Quelle est la position des établissements, par exemple, comme la clinique Pasteur? Mais en fait, on souhaiterait tous avoir la souveraineté sur nos données. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas complètement maître de ce qu'on utilise. Donc, moi, aujourd'hui, dans l'établissement La Clinique Pasteur, en fait, il y a des domaines sur lesquels on a beaucoup d'acteurs en France quand même, avec de l'hébergement qu'on appelle HDS, hébergement de données de santé. De toute façon, il y a une obligation, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas stocker des informations médicales, sauf si ce sont les vôtres et que vous les stockez chez vous. Mais si vous décidez de les stocker dans le cloud, vous n'avez pas d'autre choix que de les stocker sur un hébergeur qui a une certification qu'on appelle hébergeur de données de santé. D'accord ? Et en général, ça, on l'héberge en France. En tout cas, les DPI, les dossiers patients informatisés, ils sont stockés en général sur de l'HDS. En France, et on a beaucoup d'acteurs quand même qui sont hébergeurs et qui sont HDS. Donc là, on a la souveraineté là-dessus. D'accord ? Donc là, bon, sauf à décider en tant qu'établissement de choisir un hébergeur qui est à l'étranger, dont l'HDS, normalement, on n'a pas le droit. Mais je veux dire, là, on peut choisir des choses qui sont hébergées, donc où on a la souveraineté là-dessus. Après, évidemment, vous le savez tous, mais il y a des nouveaux domaines qui émergent. Je parle de l'intelligence artificielle. Il y a du SaaS qui se crée aussi avec des éditeurs qui fournissent du matériel biomédical qui n'est absolument pas créé en France et donc, en fait, avec des hébergeurs à l'extérieur. Et donc là, en fait, quelle est l'alternative ? Si moi, j'ai besoin d'utiliser telle table, ou enfin que le médecin me dise, moi j'ai besoin d'utiliser tel appareil, tel robot pour faire une chirurgie, et que l'éditeur, il est aux États-Unis en général, et puis que ça pousse les données sur un serveur aux États-Unis, quel est mon choix ? Quelle est mon alternative ? Je vais dire, je vais prendre un autre robot, sauf qu'il n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Soit je dis, mais non, je n'utiliserai pas de robot du tout, parce que ça n'existe pas, mais ça, ce n'est pas possible. Et concernant l'IA, vous savez tous le problème avec l'IA. Moi, je vois apparaître de plus en plus de besoins d'IA. Nous-mêmes, à la clinique, moi, j'ai un ingénieur dans mes équipes qui fait que de l'IA, de manière à fournir des projets très concrets d'aide à mes médecins, à mes soignants concernant l'IA. Mais j'ai quand même un petit problème, c'est dès que je veux utiliser des modèles qui sont complexes, c'est difficile de les faire tourner sur quelque chose qui est souverain, enfin en tout cas français. Donc là, ça va évoluer, mais aujourd'hui, soit je me dis je fais rien du tout, j'avance pas, soit en fait je suis obligé d'utiliser des choses qui ne sont pas toujours souveraines, quoi. Voilà. Et il y a un autre problème, qui est le problème de la data que j'avais évoqué tout à l'heure, où en définitive, je l'ai déjà dit, mais on génère énormément de données de santé. Et en fait, là, il faut qu'on ait cette souveraineté, mais en tant qu'établissement. Parce que la souveraineté, c'est bon, il y a aussi la souveraineté, effectivement, au niveau européen, pour dire on a les données là. Mais il y a aussi donc les éditeurs qui ne veulent pas, qui commencent à ne pas vouloir donner les informations, alors qu'elles nous appartiennent. Mais ils disent, oui, vous avez des PDF, mais vous n'avez pas les données en tant que données structurées. Alors que c'est vous qui les avez générées. Alors que c'est nous qui les générons. Exactement, c'est quand même quelque chose de fou. Mais ils savent qu'ils vont en tirer quelque chose. En tout cas, ils ont dans l'idée qu'ils pensent qu'ils vont ensuite pouvoir les fournir. Pardon. Et donc là, on a quand même un point de dire, moi, aujourd'hui, je choisis des éditeurs avec lesquels je peux avoir ces échanges-là et dire, moi, je veux que vous me refournissiez les informations. Voilà. Alors,
Je vais juste donner la parole à Sacha parce que je pense qu'il y a quand même des Ouais. réponses du côté des Ouais, alors, prestataires de cybersécurité sur ces oui, solutions. Il y a quand c'est, même des encadrements c'est- possibles. Et je oui, vais aller chercher la question. Non, non, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile pour toutes les entreprises et notamment dans le domaine de la santé. Mais tu l'as dit, d'abord, c'est de savoir où la donnée est localisée. Donc HDS en France, etc. Avec des clouds privés, il y en a suffisamment. Donc là, c'est vraiment un choix. Si vous allez chez Azure ou chez AWS, je dirais que c'est le problème. C'est un problème, mais ça serait pas mon choix. Le deuxième point, c'est quand on fait des choix justement de systèmes d'information et d'outils, il faut privilégier en fait les solutions, je dirais, européennes. D'interopérabilité, nous on l'a fait, on a pris un API management qui est monégasque. Alors bon, ça va, il est peut-être pas européen, je sais pas ce qu'il est d'ailleurs, mais bon, on imagine il est plus souverain que certains Américains. Donc c'est vraiment un choix que l'on peut faire. Alors il y a un vrai sujet, c'est au niveau d'identité. Là, on a beau tourner et on est très dépendant de Microsoft au niveau de l'identité. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis le deuxième problème, c'est toute la partie collaborative. Je pense qu'il y a des moyens il y aura des moyens dans l'avenir, mais plus que dans l'identité, parce qu'aujourd'hui l'AD c'est du Microsoft. Bon, ça va être un peu compliqué. On ne sait pas ce que ça peut devenir, donc on ne met pas les données chez eux. Par contre, on ne sait pas ce que ça peut devenir en termes de capacité de nous bloquer, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont cette capacité de nous bloquer s'ils ont envie de nous bloquer. Voilà. Donc on essaie, nous, de transiter. Alors ce qu'on fait chez IMS Networks, c'est qu'on fait des propositions on ne se dit pas souverain, parce que ce n'est pas vrai, on se dit de confiance. Donc héberger chez nous, des fois avec des solutions, on le dit américaines, mais héberger chez nous, maîtriser chez nous, avec les flux maîtrisés chez nous. Et alors, je donne la parole pour la question. Une réaction, un tout petit peu de précision. Nous, on fait du 100% souverain, de A à Z. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement lourd et c'est toujours désagréable de se retrouver face à des gens qui se disent... Et nous, on a racheté d'autres solutions qui se disaient 100% souveraines. Et quand on ouvre le capot à l'intérieur, c'est bourré de trucs américains dégueulasses. Ça nous prend des années. Non, mais j'ose le dire. Nous, on fait partie d'un mouvement qui est la Sovereign Tech. Donc, essayer de travailler sur la partie souveraine. Et on ne peut pas simplement partir du principe que c'est des serveurs HDS hébergés en France qui garantissent la souveraineté. Il y a eu tout le débat sur Microsoft Azure devant l'Assemblée nationale, dire oui, je vous le jure, j'envoie pas les données aux États-Unis. Mais si le gouvernement américain vous le demande, ah ben si, à ce moment-là, j'envoie les données aux États-Unis. Vous voyez, donc même si c'est des entités qui sont en France, donc ça, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie politique volontariste en France sur le sujet, ce qu'on voit de plus en plus dans les marchés publics, dans les marchés publics confirme. Qui arrivent. Et moi, j'aime beaucoup la notion que vous avez donnée. Ce que nous, on fait aussi, c'est on va se dire, très bien, est-ce que j'ai la solution IA en France hébergée sur nos serveurs en France qu'on est capable de faire ? Non, je ne peux pas. Est-ce que deuxième étage, je peux avoir quelque chose d'européen ? Je vais le garantir. Et troisième étage, j'ai pas un truc européen, j'ai un truc qu'on ait tous besoin d'avoir ce besoin de documentation et de justification de pourquoi on ne va pas prendre des outils souverains. C'est ce qu'on appelle la dépendance technologique. Merci. Voilà, donc on évite d'être dépendant de quelqu'un. C'est un choix. C'est un choix compliqué. Alors, moi, j'entends que c'est difficile pour les grands groupes ou les grandes institutions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Il vaut mieux perdre avec un peu de fonctionnalité. Il faut faire le choix de la maturité. Puis, je pense qu'on est aussi bon quand on parle du IA. Là, aujourd'hui, franchement, les ingénieurs IA, ils sont aussi en France. Ils ne sont pas qu'aux États-Unis. Bon, le problème, c'est qu'après, ils sont rachetés par les Américains, certains. Mais déjà, faisons un premier choix, qui est le choix de tester, de poker, et d'abandonner des fois cette notion de maturité, d'aller tout de suite vers, c'est comme dans l'industrie, il faut aller vers du Microsoft et du SAP et de l'IBM à l'époque, et puis on est tranquille. Maintenant, on n'est plus tranquille en fait. Voilà. Et juste, je pense, pour apporter une information complémentaire à Sacha, c'est en définitive, quand on est un établissement de santé, vous l'avez dit, on n'ouvre pas le capot. Toujours, en fait, c'est assez difficile. Donc, en fait, moi, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait une sorte de labellisation.
Labellisation souveraineté, je ne sais pas, vous voyez, mais je veux dire, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des personnes qui ouvrent les capots, qui vérifient où est-ce qu'on en est, et qui mettent souveraineté comme, vous savez, sur les paquets de gâteaux, il y a de A à F, je ne sais plus. Mais bon, moi, je pense que ça serait pas mal d'avoir souveraineté A, B, C, D, E, F, et que les établissements, ils regardent juste, en fait, le souveraineté score, d'accord, et qu'ils décident de prendre plutôt le B que le F, quoi. Voilà. Je suis membre du SIGREF, donc c'est une institution d'informaticiens en France, et justement on en a parlé. C'est comme le numérique responsable ou les trucs de santé, il y a même Ça chez va en Pierre faire des Fabre. scores. Il y a beaucoup de scores, il y a des scores Souverain partout. score, cyber voilà. score, Mais responsable score. ouais, mais d'un autre côté, quand il y a des mais appels c'est d'offres, et on le voit aujourd'hui, on nous demande quoi? On nous demande, pour les solutions de cybersécurité, de mettre de l'Arfanglab. Et pas de mettre du CrowdStrike ou si certains connaissent. Il faut que tu expliques là. Des éditeurs américains qui à un moment donné ont une petite pente mondiale et on se demande ce qui se passe. Bon, au-delà de ça, on nous demande de mettre de plus en plus. Alors, la maturité d'Arfanglab aujourd'hui, elle va rattraper CrowdStrike, mais dans quelques années, c'est la réalité. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Et c'est chez nous. Alors, la position de l'ANS sur la souveraineté, c'est un peu une question piège. Alors, c'est vaste et global. Je vais surtout parler de l'interopérabilité à nouveau. Ce que je trouve, du coup, c'est que les données sont vachement silotées dans les différents logiciels et que, de par le côté open source de nos spécifications où tout le monde peut contribuer, on pourra créer de plus en plus de spécifications qui répondent de plus en plus à des cas d'usage. Et l'avantage des outils sur l'aspect FIR qu'on utilise, c'est qu'il y a également des outils de test pour valider la conformité et s'assurer que les spécifications d'interopérabilité sont bien respectées. Donc je pense qu'on donne les clés aux hôpitaux et à tous les acteurs pour être souverains de leur SI et s'assurer que l'interopérabilité soit bien respectée. Et un point aussi intéressant, c'est qu'on a les standards internationaux, mais on a aussi la couche nationale, où on rajoute en fait les contraintes nationales du coup, et donc on est souverain sur ça avec la manière dont on modélise l'INS par exemple, la manière dont on modélise les identifiants de professionnels de santé, les identifiants de structures, donc on garde vraiment la main sur tout ça. Et en plus de ça, donc il y a la couche européenne qui va se rajouter entre la couche française et la couche internationale. Il va y avoir des évolutions des cadres de référence ? Oui, tout à fait. Donc, il y a 5 cas d'usage qui arrivent. Donc, c'est le compte-rendu de laboratoire, le compte-rendu d'imagerie, le résumé patient. Bien sûr, je vais en oublier, je sèche. Labo, imagerie, résumé patient et 2 autres. Ouais. C'est ça. Et donc, on a tout un travail fait depuis des années, notamment sur l'autre standard de documents CDA, et donc avec énormément de connaissances métiers. Donc, qu'est-ce qu'un compte rendu de biologie doit contenir? Donc, il va falloir qu'on fasse tout l'effort de migration de l'ancien standard vers le nouveau standard pour être compatible avec le format européen, sans perdre les informations qui étaient déjà spécifiées à l'époque. Et donc, ouais, il va falloir faire évoluer le cadre d'interopérabilité pour respecter ces contraintes européennes. Alors, juste un point. Donc, un truc très important, le site de l'ANS, je suis allée le visiter, parce que quand on m'a demandé de parler d'interopérabilité, j'étais là, oui, d'accord. Hyper intéressant, il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, donc je pense vraiment c'est à retenir quand vous voulez avoir de l'information sur ce qui est en train de se passer ou sur ce que propose l'ANS et comment c'est encadré. Il y a vraiment un site qui permet de se renseigner et avec beaucoup de replays, de webinaires sur les sujets. Donc ça aide aussi, enfin ça veut dire que tout ça c'est accessible et bien entendu, quand on le met en place, on pense à la cybersécurité et si on peut à la souveraineté. Alors avant la question, je vais laisser peut-être nos participants conclure et on prendra encore 1 ou 2 questions. Je sais pas trop. Mais en fait, la conclusion, c'est quoi? L'interopérabilité, vous avez compris, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, parce que ne serait-ce qu'un usage, on est obligé de le faire.
Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'en termes de sécurité, on ouvre des portes, en tout cas on met des failles, on rajoute des failles à différents niveaux. Donc il faut le faire le mieux possible, il faut faire des pentests. Au niveau national, l'ANS nous accompagne, les établissements, pour essayer de progresser. Donc ça c'est quand même une super chose. Je pense qu'on progresse tous. Parce qu'en fait, quand on sécurise, on le sait bien, dans la sécurité, en fait, vous avez beau mettre tout en place, il suffit qu'il y ait un point, une faille, et en fait, tout ce que vous avez mis à côté, ça ne sert à rien. Donc, c'est bien qu'on progresse tous ensemble, que tous les établissements progressent ensemble, parce qu'on se dit que, parce qu'on a parlé d'interop, mais au sein d'un seul établissement. L'interop, c'est entre les établissements, mais c'est aussi entre les différents établissements. On le voit bien avec le DMP, mais voilà, il y a aussi des échanges, et ça va progresser dans les années qui vont arriver. C'est bien qu'on soit tous au même niveau de sécurité quand même quand on va commencer à s'échanger les informations. Parce que moi, peut-être que je suis sécurisé ou pas, mais de mon côté, j'espère que je le suis. Mais quand je vais sortir des informations de chez moi pour les envoyer à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, s'il n'est pas sécurisé, mes informations vont pouvoir sortir, vont être récupérées. Donc c'est bien qu'on progresse tous. Mais là, effectivement, on a quand même des clés pour réussir à avancer ensemble. C'est-à-dire que effectivement, même si on n'a pas la souveraineté score encore, mais on a le choix quand même de choisir la plupart du temps entre des éditeurs, certains avec lesquels on se dit on prend des risques, et d'autres avec lesquels on se dit eux ils sont déjà failleurs, eux ils sont dans le cadre d'Interop, eux ils vont accepter de nous fournir les informations. Et donc en fait, moi mon conseil, ça serait de dire, en tant qu'établissement de santé, choisissez les gens avec lesquels vous allez vouloir travailler, comme on a fait à l'époque avec le biomédical. C'est parce qu'en fait, en imposant aux éditeurs le fait de dire non, on ne va pas travailler avec vous parce que vous n'êtes pas comme ça, qu'on va réussir aussi à les faire progresser. Le failleur, ils ne veulent pas, mais si à un moment donné on leur dit nous, on ne vous choisit pas parce que vous n'êtes pas failleur, forcément qu'ils vont se dire on va le mettre dans notre roadmap et on va avancer là-dessus. Voilà. Tenir bon. Ouais, juste 2 mots, et c'est la conscience du risque. Donc ça, il faut bien maîtriser en fait les choix. Comme tu le dis, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il y a des choses certainement qu'on ne pourra pas transiter en termes de souveraineté pendant longtemps. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de tout ça. Et puis le deuxième point, c'est la préférence. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, la souveraineté, la préférence. C'est du domaine un peu du vital quand même. Hein. Donc, je m'éloigne peut-être de l'interopérabilité, mais c'est le vrai sujet. On fait des choix ici, on fait des choix d'interaction, d'interopérabilité, donc il faut savoir avec qui on bosse, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup. N'oubliez pas de choisir aussi des solutions sécurisées. Allez, la dernière question. Je ne vais pas demander de réponse parce que ça va être trop long. Pour rappel, la CNIL dit que les producteurs de données ne sont que producteurs de données, les propriétaires de la donnée, c'est le patient. Et donc, la question, c'est comment vous garantissez la souveraineté du patient sur ces données-là. Et là, je pense qu'on en a pour 1 heure, donc on s'arrête là. Merci pour le prochain sujet de la table ronde fourni par Guy. Merci beaucoup. Merci.